pour parler d'un domaine qui m'est cher, donc, qui est celui des spondylarthrites, et sur des questions d'actualité. Donc j'ai choisi de vous parler des problèmes diagnostiques, du diagnostic précoce et des perspectives à ce propos. Donc oui, ce que nous allons aborder aujourd'hui, donc c'est la question de la difficulté d'identification de ce rhumatisme, bien qu'il soit fréquent, comme l'a rappelé à l'instant Jean Sibilia. C'est un rhumatisme qui pose de réels problèmes diagnostiques, et je pense que vous entendrez encore parler aujourd'hui avec un autre exposé sur le problème de la fibromyalgie. Il y a souvent une confusion entre les douleurs de ces patients et les fibromyalgies, pour des raisons qui sont justement que ce rhumatisme, bien que réputé de la colonne vertébrale, peut toucher tout à fait les articulations périphériques, dans un site qu'on appelle l'anthèse, un nom un petit peu barbare, et cette barbarie fait partie probablement de la méconnaissance de la maladie. Donc pour essayer de progresser par rapport à cette problématique, nous disposons de plusieurs moyens que nous allons aborder aujourd'hui, l'imagerie, la génétique, et nous verrons pour finir le problème de la thérapeutique qui n'est pas sans incidence sur cette préoccupation de diagnostic précoce parmi d'autres. Donc, traditionnellement, classiquement, emblématiquement, la spondylarthrite, c'est ce qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante, qui est définie de façon internationale, et ça a sa valeur, car à l'heure actuelle, quand on en parle entre experts de différents pays, on parle tous de la maladie définie avec ces critères dits de New York modifiés qui remontent à 1984, donc vous voyez quelques années en arrière, et qui supposent qu'il y ait des signes cliniques évidents, donc des signes principalement axiaux, puisque cette maladie est surtout réputée toucher la colonne vertébrale. Donc il s'agit de lombalgie inflammatoire. Ce qu'on appelle inflammatoire, c'est qui réveille durant la nuit, ça c'est un point extrêmement important. Attention aux douleurs de dos qui réveillent durant la nuit, ou qui s'accompagnent d'une raideur importante, notamment après une immobilisation prolongée. Les patients se sentent mieux en activité, ce qui doit vraiment attirer l'attention par rapport au mal de dos ordinaire. Et puis surtout une sacroélite radiologique. Alors ça nécessite une radiographie de bassin, c'est un examen simple, et en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est une atteinte radiologique fréquente dans cette maladie et extrêmement caractéristique. Il n'y a pratiquement que cette maladie qui conduit à cet aspect de fusion des articulations sacroiliaques. Donc l'intérêt de connaître cette atteinte, beaucoup plus que de la soigner, car souvent quand c'est fusionné, les douleurs ont tendance à disparaître, et finalement c'est une articulation qui est assez peu utile, elle est immobile, sauf au moment de l'accouchement, où elle a besoin de s'écarter pour laisser le bassin se distendre, donc sinon c'est une articulation qui est peu mobile, et son principal intérêt finalement pour nos rhumatologues, c'est de permettre le diagnostic facile sur une simple radio de spondylarthrite ankylosante. Donc ça, c'est les critères de 1984 qui sont toujours admis à l'heure actuelle dans les réunions internationales. Le véritable problème, c'est que le délai diagnostique moyen lié à ces critères, on va en parler, est de 7 à 10 ans dans les pays développés, et ça, c'est toujours d'actualité. C'est un problème, et en voici probablement en partie la raison. Donc là, il ne s'agit pas d'une étude, ce qu'on appelle une étude prospective, c'est-à-dire où on suit une population de patients, donc les résultats sont interprétés, mais ils veulent quand même dire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est une série importante de patients qui ont été étudiés dans le cadre d'enquêtes génétiques. Donc la plupart appartenaient à des familles avec plusieurs atteints. Et on voit la fréquence de l'anomalie radiologique évidente des sacroiliaques en fonction de la durée d'évolution chez les hommes et chez les femmes. Avant 10 ans d'évolution, seuls 25% des femmes ont ces anomalies radiologiques, 50% des hommes. Après 20 ans d'évolution, on monte à 86% chez les hommes, donc une fréquence pas exhaustive, mais tout de même très élevée. Alors chez les femmes, il semble qu'on culmine à 60%. Autrement dit, il y a une bonne proportion de femmes qui ont tous les symptômes de la spondylarthrite, qui se comportent exactement par ailleurs comme les hommes, qui ne répondent pas, après 20 ans d'évolution de la maladie, à ces fameux critères de New York. Donc ça, c'est pas sans poser un problème, et il faut vraiment en avoir conscience. Moi, je vois fréquemment ces patients qui arrivent, et surtout ces patients avec des dossiers radiologiquement
normaux et qui ont été répétés pour expliquer ce mal de dos et d'ailleurs. On répète les radios, les IRM, les scanners et tout est désespérément normal. Ce que j'appelle le signe du dossier, finalement c'est un bon signe d'orientation. Le dossier est très épais, vous voyez, mais il est vide en fait. Et ça c'est un bon signe d'orientation et ça doit faire suspecter une spondylarthrite pour peu que les douleurs soient de nature inflammatoire. Je l'ai déjà dit, hein, réveiller la nuit, dérouillage après repos, amélioration par l'activité et puis efficacité aussi, souvent, des médicaments de type anti-inflammatoire. Alors, donc pour illustrer ce problème de retard diagnostique, je cite ici les résultats d'une enquête qui a été faite auprès des adhérents des différentes associations de spondylarthrite en France, données recueillies entre 2005 et 2006 sur près de 2000 auto-questionnaires. Et j'en ai retiré ce résultat qui me paraît particulièrement intéressant, c'est le délai entre les premières manifestations et le diagnostic. Alors, certes, dans 50% des cas à peu près, le diagnostic va être assez vite, je veux dire en moins de 5 ans. Mais dans un nombre non négligeable de cas, près de 10% des cas, ça va pouvoir prendre plus de 20 ans. Donc, des délais diagnostiques qui sont évidemment insupportables pour les patients qui souffrent de cette pathologie. Et donc, on arrive à ce délai moyen de 6 ans dont je parlais déjà, avec un nombre de médecins consultés moyen de 3,3 avant de poser le diagnostic, et évidemment, puisque c'est une moyenne, souvent beaucoup plus. Alors, comment peut-on progresser? En fait, on dispose très schématiquement de 2 types d'outils actuellement, en dehors des critères cliniques dont on sait véritablement qu'on ne peut pas espérer beaucoup plus, l'imagerie, et avec 2 outils récents, qui sont des imageries qui mettent en évidence l'inflammation aiguë, donc qui n'ont pas besoin d'attendre autant d'années que la radiographie, à savoir l'IRM et l'échographie des inflammations des articulations périphériques, ce qu'on appelle l'échographie des anthèses. Et puis sur le plan biologique, on manque de marqueurs biologiques dans cette maladie. On n'a pas le facteur rhumatoïde comme dans la polyarthrite rhumatoïde, donc on espère de la génétique. Il y a déjà le HLA-B27, dont on sait qu'il est largement insuffisant, mais tout de même utile. Il permet d'évoquer le diagnostic plus facilement. Et surtout, on espère que d'autres facteurs génétiques que l'on suspecte et que l'on commence à identifier vont aider à affiner la performance diagnostique avec donc des marqueurs biologiques faciles à identifier. L'inflammation, ce qu'on appelle l'élévation de la vitesse de sédimentation ou de la C-réactive protéine, est malheureusement assez décevante, car pas plus d'un patient sur 2 n'a ce type d'anomalie. Donc l'apport de l'imagerie, je voudrais juste, alors je ne vais pas parler de l'IRM qui manque actuellement d'évaluation, mais je vais vous parler de l'échographie des anthèses parce que ce sont des travaux que nous menons tout d'abord au centre de Boulogne-Billancourt, à l'hôpital Ambroise Paré, puis également maintenant de façon multicentrique à l'échelle de la France, où on essaie d'évaluer comment cet examen qui met en évidence des inflammations caractéristiques de la spondylarthrite pourrait aider au diagnostic. Et donc la première remarque, c'est que chez des patients parfaitement caractérisés, l'anthésite inflammatoire a une sensibilité, c'est-à-dire en fait, chez les patients qui ont des formes établies de la maladie, la sensibilité c'est la proportion de patients qui sont positifs à l'examen, qui est de l'ordre de 90%, ce qui est très bon. Et une spécificité, c'est-à-dire, c'est l'inverse. La spécificité, c'est le nombre de patients, de sujets n'ayant pas cette maladie qui n'ont pas non plus l'anomalie. Et donc la spécificité semble également très bonne. Mais ça, ces résultats-là, c'est des résultats sur des malades parfaitement caractérisés, donc ils ne sont pas valides pour les proposer comme diagnostic. D'où l'intérêt d'une étude que nous avons menée, une première étude, puisqu'elle était positive chez 75% de ceux qui finalement avaient une spondylarthrite, et chez seulement 20% de ceux qui ont été classés autrement. Donc un examen prometteur sur la base de ces premiers résultats qui restent à confirmer, et ce sont des choses en cours. Donc, toujours pour la performance diagnostique de spondylarthrite, dans cette étude, on se rendait compte que l'échographie des anthèses avait une bonne valeur prédictive positive, c'est-à-dire 81% des patients étant positifs avaient finalement une spondylarthrite reconnue par leur rhumatologue. L'IRM était meilleur, donc on considère que quand l'IRM est positif, c'est une valeur pratiquement absolue. Par contre, le problème de l'IRM par rapport à cet examen, c'est une sensibilité moins bonne, puisque seuls 40% des patients dans cette étude avaient une IRM positive.
Et là, vous avez en dessous ce qu'on appelle les critères cliniques. Ce sont les critères usuels. J'ai parlé tout à l'heure des critères de New York, il y a d'autres critères de Berlin, critères d'AMOR, ESSG. Ils ont également une performance qui n'est pas mauvaise, mais qui est tout de même inférieure à celle des examens d'imagerie. Donc l'apport de la génétique, je vais en dire deux mots assez rapides. Tout d'abord, la part génétique du déterminisme de ces maladies a été évaluée par des études de récurrence chez les jumeaux, mais également chez les frères et sœurs. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a une agrégation des spondylarthrites dans les familles. Autrement dit, il y a plus de risques de voir plusieurs cas dans la même famille que ne le voudrait le hasard. Et les modélisations un petit peu compliquées finissent par conclure que la part génétique du déterminisme, c'est-à-dire le terrain, la prédisposition, serait d'environ 90%, ce qui est relativement élevé pour une maladie de ce type-là. Parmi ces 90%, on en connaît probablement près de 50%, c'est le fameux HLA-B27, qui est situé dans une région du génome qui, en tout cas, elle, compte pour 50%, et c'est donc le HLA-B27 qui est la majeure partie de la prédisposition génétique. Mais seul, il ne suffit pas. Autrement dit, on le sait par toujours des études de récurrence chez les apparentés, ce qu'on appelle les frères et sœurs, dans les fratries ou les parents. On sait que le risque est beaucoup plus élevé quand on est apparenté à un malade que quand on est apparenté à un porteur du HLA-B27 dans la population générale. Et en fait, ça nous prédit qu'il y a d'autres facteurs génétiques qui se combinent au HLA-B27 pour déterminer la prédisposition à la maladie. Parmi ces facteurs génétiques, certains commencent tout juste à être identifiés, donc ça c'est des résultats qui datent d'1 an, et donc les premiers à avoir été identifiés sont des nouvelles cibles moléculaires, le récepteur de l'interleukine 23, tout à l'heure dans la liste de Jean Sibilia, il y avait cet anticorps qui bloque l'interleukine 23, donc c'est une substance, une cytokine, l'interleukine 23, qui est impliquée dans l'inflammation. Probablement qu'elle est dérégulée au cours de la spondylarthrite. Toujours est-il que certains patients ont des anomalies dans le gène qui code pour cette molécule. Il y a également d'autres molécules qui sont en cours, d'autres gènes qui ont été isolés. Donc je ne vais pas rentrer dans la complexité de ces analyses, mais c'est pour vous dire qu'en combinant différentes variations génétiques, on arrivera peut-être prochainement à déterminer plus facilement quels sont les patients à risque de développer une spondylarthrite, d'une part, et d'autre part, à faire le diagnostic si on retrouve toutes ces anomalies ou une proportion importante de variations génétiques chez les patients chez lesquels on suspecte le diagnostic. Donc ça, c'est l'autre piste. Vous avez vu l'image D, maintenant c'est la génétique. La génétique, c'est en cours et les applications sont possibles probablement d'ici quelques années. Alors, utilité du diagnostic des facteurs génétiques, on peut tout de même l'illustrer avec le HLA-B27, dont on connaît les limites. On sait bien que tous les patients n'ont pas le HLA-B27, c'est 81% probablement des patients qui ont une spondylarthrite qui ont le HLA-B27. Et surtout, plus important encore, c'est pas parce qu'on a le HLA-B27 qu'on a une spondylarthrite, puisque la fréquence des patients, le nombre de spondylarthrite parmi les porteurs du HLA-B27, c'est probablement de l'ordre de 5%. Donc 95% des individus qui ont ce HLA-B27, c'est comme la couleur des yeux, c'est comme une couleur des yeux, c'est un gène qui fonctionne absolument normalement, n'auront jamais de spondylarthrite. D'où la limite de cet examen. Néanmoins, quand on a des lombalgies inflammatoires, donc mal dans le dos tel que je l'ai décrit tout à l'heure, réveil la nuit, dérouillage le matin, amélioration par l'activité. Et bien dans ce cas-là, si on a le HLA-B27, la valeur prédictive positive devient de plus de 50%. Donc chez quelqu'un qui a des symptômes évocateurs, le poids du HLA-B27 devient important. Maintenant, je l'ai dit, le HLA-B27 ne suffit pas. C'est sûr que si on a d'autres facteurs génétiques à ajouter, ça améliorera considérablement notre performance diagnostique avec ces marqueurs génétiques. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus rapidement pour les questions de technique? On me demande d'aller un petit peu plus rapidement. Ouais, j'ai fini. J'ai encore quelques minutes. Donc, là, pourquoi faire le diagnostic plus tôt? Il y a multiples raisons à ça. Il y a probablement une raison particulièrement importante qui est la problématique des traitements. On a parlé à l'instant de ces nouvelles biothérapies qui étaient très efficaces chez certains patients, et on se rend compte, ça c'est une étude
relativement anciennes déjà, mais il y en a d'autres plus récentes qui confirment que si on traite les patients de moins de 10 ans d'évolution, on a des meilleurs résultats. Vous voyez ici 75% de très bons répondeurs que ceux qui ont plus de 20 ans d'évolution, où là, on n'a que 30% de très bons répondeurs, ce qui veut dire que probablement, durant toutes ces années d'ignorance diagnostique, où là, en l'occurrence, ce n'était même pas la question, les traitements n'étaient pas disponibles, il se passe des choses irréversibles, et donc il vaut mieux probablement traiter le plus tôt possible. Voilà, donc en conclusion, les formes non radiologiques de spondylarthrite sont fréquentes, le diagnostic souvent retardé. L'enjeu est lié aux nouveaux traitements comme les anti-TNF-alpha, plus efficaces si débutés précocement. Les moyens diagnostiques précoces sont les marqueurs biologiques pour la génétique et l'imagerie, IRM, échographie. Merci beaucoup.